Donc, on passe tout de suite avec Dr Atman Tazi. Il m'a demandé de ne rien dire, mais je vais dire quand même un secret. S'il vient assez souvent à Tétouan, donc c'est vraiment un bon orateur. Moi, je dis toujours le professeur Tazi, je ne dis jamais Dr Tazi parce que c'est un bon orateur, sinon un des bons orateurs du Maroc. Merci d'avoir répondu à notre question. Tellement que j'ai le Tétouan, راه بدينا كنفكروا نزوجوه في تطوان. راه بدينا راه لقينا له الدار دابا بقات غير المراه حنا كنشوفوا شي وحده اللي فدينا. والله. Mais malheureusement, il a une excellente, sa femme, son épouse, elle est magnifique. Sa fille, mais heureux. Alors, Dr Tazi, Dr Tazi nous allons poser une question. Est-ce qu'on traite une hypercholestérolémie ou pas? Il y avait beaucoup de polémiques là-dessus. Donc, il va nous répondre. Moi, je suis sûr qu'il va nous convaincre pour traiter les hypercholestérolémies. À vous la parole. Eh bien, mes chers amis, c'est toujours un honneur d'être parmi vous. Je remercie notre maître, professeur Charaibi, d'être là. Hein. C'est un honneur d'être en face de vous. Alors, je tenais absolument à choisir ce titre. Ce titre, faut-il traiter une hypercholestérolémie ou pas? Pourquoi il faut en parler? Il faut en parler parce que malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de nos patients qui arrêtent leur traitement, bien sûr, leur statine, parce qu'il y a eu cette fameuse soi-disant polémique, ou aussi il y a des médecins eux-mêmes qui ne veulent plus prescrire ou qui ne prescrivent plus la statine parce qu'on a un patient qui est hypertendu, diabétique, etc., qui a toute une liste de médicaments. C'est le dernier auquel on pense, c'est donner cette statine. Je dis aussi, malheureusement, le patient prend toujours son aspirine alors qu'il n'a jamais fait d'événement coronarien, et on est en prévention primaire, il prend toujours son aspirine parce qu'on lui a expliqué que ça fluidifie le sang, etc. Et il oublie, ou il veut pas prendre sa statine parce qu'il a entendu cette fameuse polémique. C'est quoi cette polémique? Vous savez, la théorie des lipides, c'est ce fameux russe qui, bien sûr, il y a des siècles, il y a plus d'un siècle, il a trouvé qu'il y avait, quand on a du cholestérol, on ne parle pas d'un excès ou le cholestérol entraîne un changement de la lumière artérielle. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et on s'est posé des questions. Est-ce qu'on va aller rechercher le cholestérol de la préhistoire? Regardez les Indiens, les pygmies, c'est ce peuple qui ont moins de 1,50 m. Ces gens-là qui ont un taux de cholestérol total à 1 gramme. Ces gens-là n'ont jamais fait d'événement coronarien. Donc, ils meurent d'autre chose, mais surtout pas de leur cœur. C'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce qu'il nous faut une pression artérielle à 11, 12? Est-ce qu'il nous faut un taux de cholestérol total à 1,20? Est-ce qu'il nous faut un index de masse corporelle excellent à 22? Donc, est-ce qu'on va aller trouver ces chiffres-là pour éviter la mortalité cardiovasculaire? Pourquoi toutes ces questions? Parce qu'il y a eu 3 grands professeurs, donc le professeur Debré, le professeur Delorgil, le professeur Philippe Even, qui ont sorti cette polémique concernant les statines. Comme quoi traiter, bien sûr, le cholestérol, c'est un mensonge, que ça ne servait absolument à rien. Au contraire, traiter le cholestérol pouvait entraîner certaines pathologies. On peut en discuter si vous voulez tout à l'heure. Et en plus de ça, pour enfoncer encore le clou, c'est cette fameuse émission d'Arte, comme quoi, et c'est passé exactement le 18 octobre 2016, le cholestérol, le grand bluff. Alors, ça, c'est une vraie émission. Donc, est-ce qu'il faut traiter ou pas? Et regardez qu'est-ce qu'ils disent à la fin. Ça, c'est des vraies images de télé que j'ai copiées. Donc, qu'est-ce qu'ils disent à la fin? N'interrompez pas vos traitements. Il faut toujours demander conseil aux médecins. Et là, ils l'écrivent en français, en allemand. Donc, comme quoi, ils n'osent pas dire arrêtez le traitement. Ces gens-là, le professeur Philippe Even, c'est qui? Regardez le communiqué de la Société française de cardiologie. C'est quelqu'un qui est radié du Conseil de l'ordre français. C'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'exercer la médecine. C'est quelqu'un qui il a prescrit de la cyclosporine à des patients HIV positifs et qui ont décédé. C'est un pneumologue qui n'a rien à voir ni avec les lipides, ni avec les glucides, ni avec le cœur, etc. Pourquoi il a créé cette polémique? En fait, il a dit que on a trouvé les traitements par hasard. C'est vrai. C'est vrai que les statines, c'est un effet pléiotrope. C'est vrai que on a découvert les statines d'une façon par hasard. On a créé
pour la première fois en 1973 cette fameuse molécule, la mévastatine, et qu'on a voulu utiliser comme un antibactérien. Et en bloquant la HMG coenzyma, on a créé le premier inhibiteur de l'HMG coenzyma. L'objectif, c'est de pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie et de tuer la bactérie, donc comme un antibiotique, un antibactérien. Au fait, la bactérie ne mourait pas. On a constaté qu'il y avait une baisse du taux de cholestérol. C'est comme ça que c'est un effet sur lequel on est tombé par hasard. Donc oui, c'est vrai, la statine est un effet pléiotrope. Et après, bien sûr, cette fameuse statine, il y a eu plusieurs. Il y a eu l'ovastatine, la simvastatine, la torvastatine, la rosuvastatine, la pravastatine. Il y a eu la serivastatine. Toutes ces statines existent toujours depuis plus de 40 ans. Et qu'on vienne aujourd'hui nous dire traiter le cholestérol, c'est du grand bluff. Non, on va aller plus loin, nous aussi. Il y a une seule statine qui a été retirée, donc toutes les autres sont toujours là et bien sûr, on les utilise. Les fibrates, c'est différent. Les fibrates, eux, ont été fabriqués pour baisser le taux de triglycérides. Point. Maintenant, est-ce que le cholestérol tue vraiment ? Regardez, moi je ne vais pas donner d'études, je vais revenir à ce simple registre. Ce registre qui reprend plus de 360 000 personnes. Ça, c'est pas une étude. Et on a vu les événements coronariens qu'on a voulu corréler avec le cholestérol total. Et on a constaté que dès qu'on dépassait 2 grammes de cholestérol total, regardez le nombre de mortalités coronaires qui augmente. Pour venir me dire que traiter le cholestérol ne servait à rien. On est allé plus loin. Les Anglais sont allés plus loin. Ils ont pris plus de 4000 ans d'histoire. Ils ont étudié 4 générations dans cette étude qu'on appelle l'étude Horis. Et on a pris les momies et ces momies, on leur a fait passer un scanner et on a trouvé au niveau de la paroi artérielle de ces momies qu'il y avait des plaques d'athérome. Et il y a plus de 4000 ans. Est-ce qu'il y avait les fast-foods? Est-ce qu'il y avait, bien sûr, tout ce qui est alimentation malsaine? Non. Pourtant, c'est des gens qui avaient du cholestérol déposé au niveau des artères. Donc, quand vous avez un problème d'athérosclérose, c'est pas quelque chose que vous avez développé à l'âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est quelque chose que vous avez développé tout au long de votre vie. Et ce n'est que vers les années, bien sûr, quand vous allez faire vos 50 ans, vos 60 ans, suite à un événement, vous avez constitué une plaque d'athérome tout au long des années, suite à un événement. Ça peut être une hyperglycémie, ça peut être un pic hypertensif, ça peut être une hypoglycémie, que cette plaque d'athérome va se rompre et le patient va développer soit un infarctus, soit un accident vasculaire cérébral, etc. Donc, cette histoire de cholestérol, c'est pas quelque chose que le patient a subi ou a eu sur 1 an ou 2 ans. C'est quelque chose, cette plaque d'athérome, elle s'est constituée tout au long de la vie. Donc, est-ce que traiter le cholestérol sauve le cœur, sauve le vaisseau? Regardez, je vais passer par une étude très simple. C'est des gens qui ont un risque, bien sûr, intermédiaire, qui n'ont jamais fait, ça c'est une belle étude, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'événements coronariens, jamais de problèmes cardiovasculaires. C'est juste, ils ont un risque intermédiaire. Ces gens-là, plus de 12 000 patients, une partie on leur a donné un placebo, une autre moitié on leur a donné une petite dose de rosuvastatine, 10 mg de rosuvastatine. Eh bien, ces gens-là, qui n'ont jamais fait de problème cardiovasculaire, oui, quand on les traite, on baisse leur taux de cholestérol. Ça, c'est normal. Mais est-ce qu'on évite, au fil des années, le risque d'événements coronariens? Eh bien, regardez, oui, avec une petite dose de rosuvastatine chez des gens qui n'ont jamais fait de problème cardiovasculaire, oui, avec les années, 6 ans après, on voit qu'il y a une baisse du taux, bien sûr, d'AVC, d'infarctus, de gestes de revascularisation, etc. Donc, petite dose de statine déjà, elle permet de sauver les artères des patients. Et la conclusion, c'est que un traitement par une petite dose de rosuvastatine, à peine 10 mg, chez les gens qui ont de toutes les ethnies, ça, c'est une étude qui a été menée sur plusieurs ethnies, donc permet de réduire le risque, bien sûr, coronarien, le risque de faire un problème cardiovasculaire. Maintenant, le diabétique, que vous soyez en prévention primaire ou que vous soyez en prévention secondaire ou n'importe quelle étude,
que vous prenez, regardez, en plus vous baissez le taux de LDL cholestérol, plus vous réduisez le nombre d'événements coronariens. Pour venir aujourd'hui me dire que traiter le cholestérol c'est du grand bluff, eh bien non mes amis, s'il vous plaît, votre patient ne va pas mourir parce qu'il va vous faire une glycémie à 5 grammes. Votre patient ne va pas mourir parce qu'il va vous faire, parce que vous allez lui amputer une jambe à cause d'une gangrène. Votre patient va mourir parce qu'il va vous faire soit un infarctus, soit un accident vasculaire cérébral. Donc battez-vous pour baisser le taux de cholestérol de vos patients. Là aussi, c'est une étude menée chez le diabétique, l'étude CARTS. Petite dose d'atorvastatine. Là, je ne vais pas à des doses de statine de haute intensité. Là, j'ai présenté des études avec des petites doses de statine et regardez, chez le diabétique, quand on compare 10 mg d'atorvastatine à un placebo, en fait, on gagne partout. On réduit le risque de faire un AVC, on réduit le risque de faire un infarctus, on réduit le risque de faire un geste de revascularisation, c'est quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, donc qu'il en refasse un autre, donc ça permet de sauver les vaisseaux de vos patients, qu'ils soient diabétiques ou pas. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a les douleurs musculaires, mais ça c'est quelque chose qui est propre aux statines, c'est vrai que quand on donne des doses importantes, et regardez le risque de douleur musculaire, si je prends par exemple la rosuvastatine, là je passe de 20 à 40. Si je prends par exemple l'atorvastatine, c'est de 40 à 80. Mais à bien sûr des doses qu'on utilise, 10, 20 mg d'atorva ou 10, 20 mg de rosuvastatine, le risque bien sûr que les CPK augmentent, donc il est faible par rapport aux fortes doses. Maintenant, ces CPK peuvent s'élever quand, dans certaines circonstances, quand vous avez quelqu'un une insuffisance rénale, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, et vous démarrez, bien sûr, une statine, là, vous augmentez le risque de faire, bien sûr, bouger les enzymes de vos patients. Aussi, la polémique concernant les statines, il y a eu ça, il y a eu la découverte, il y a eu ce problème de CPK, il y a eu aussi le problème que traiter par une statine augmentait le risque de diabète. C'est vrai. L'étude Jupiter, elle a montré que les gens qui sont en état de prédiabète, c'est-à-dire les gens qui ont une hémoglobine glyquée qui dépasse 5,7 ou bien une glycémie à jeun qui dépasse 1 gramme par litre, donc ils sont en état de prédiabète, ces gens-là, quand vous leur donnez une statine, vous augmentez le risque qu'ils deviennent diabétiques vrais. D'accord, ils sont en état de prédiabète, ils vont basculer vers l'état de diabète. Mais le risque bien sûr du cholestérol dépasse de loin largement le risque du diabète lui-même. Donc, et ce n'est pas propre à la rosuvastatine, parce que ça c'est l'étude Jupiter, la première qui a évoqué ce sujet. Non, ce risque-là d'évoluer vers le diabète, il est propre à toutes les statines. Vous allez voir, il y a une seule qui échappe à cette polémique, c'est la pravastatine. Pourquoi? Parce qu'elle est de faible intensité. Parce que les autres statines, la rosuva, la torva, la simva, c'est des statines de forte intensité. Et quand on utilise des doses de forte intensité chez des gens qui sont en état de prédiabète, oui, ils risquent de basculer vers un diabète. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a d'excellents traitements pour le diabétique. Je reviens à charge sur ce point. Mes amis, s'il vous plaît, votre patient diabétique surtout va mourir et plus de 85% vont mourir parce qu'ils vont faire soit un infarctus, soit un accident vasculaire cérébral. Pourquoi? Parce qu'on a négligé, bien sûr, leur taux de cholestérol et on a laissé ce cholestérol s'accumuler au niveau artériel. Est-ce qu'on va doser le cholestérol chez tout le monde? Bien sûr que non. On ne peut pas faire une TSH à toute la population. On ne peut pas faire une glycémie à jeun au monde entier. C'est impossible. Bien sûr, quand on veut, bien sûr, faire un bilan lipidique, on va l'évaluer en fonction d'un certain nombre de paramètres que vous avez là. Un diabétique, quelqu'un qui a une hypertension, un fumeur, après un certain âge, etc. Donc, on va choisir les gens à qui on va doser le cholestérol. Vous allez trouver un taux de cholestérol entre guillemets, légèrement élevé. Vous allez dire, je vais faire les règles hygiéno-diététiques. Eh bien, les triglycérides sont d'origine alimentaire. 100% des triglycérides, c'est les sucres et les alcools. Mais le cholestérol, c'est le foie qui le fabrique. À peine un tiers qui provient de l'alimentation. Donc, ne comptez pas trop sur une hygiène de vie pour ramener votre patient à un taux de LDL que vous voulez. Maintenant,
quelles recommandations vous allez suivre? Vous le savez, ces derniers temps, on a deux grandes recommandations. Soit on a les recommandations européennes de 2019, soit on a les recommandations de la Société américaine de diabétologie de 2020. Ces deux recommandations disent exactement la même chose. Bien sûr, que ce soit les recommandations européennes ou que ce soit les recommandations américaines, ils disent exactement la même chose. Premièrement, vous allez traiter qui? Vous allez traiter les gens qui sont à haut risque cardiovasculaire. Maintenant, ce taux de triglycérides nous pose problème. Et j'ai souvent des appels de mes confrères. J'ai un patient qui a 3 grammes de triglycérides, est-ce que je lui donne une fibrate ou pas? J'ai un patient qui a 2,50 grammes de triglycérides, comment je le traite? Regardez, ça c'est les recommandations. 100% des triglycérides sont d'origine alimentaire. Une bonne hygiène de vie et les triglycérides vont baisser rapidement. On ne donne une fibrate qu'au-delà de 5 de triglycérides. Quand vous avez un patient qui a un taux de triglycérides inférieur à 5 et il est à haut risque cardiovasculaire, c'est une statine qu'il faut donner. Vous pouvez aussi vous faire aider par les oméga 3. Vous pouvez associer statine et oméga 3 chez les gens qui sont à haut risque cardiovasculaire, mais surtout pas une fibrate. Donc les fibrates, c'est au-delà de 5 de triglycérides. Deuxièmement, un point important. Là, je vais marquer une pause. Là, c'est un message très important à faire passer. Méfiez-vous des hypercholestérolémies familiales. Quand vous avez un patient, on va pas faire de la génétique à tout le monde. Quand vous avez une personne qui a une glycémie à jeun normale, un taux de triglycérides normal, avec un taux de LDL cholestérol supérieur ou égal à 1,90 g, c'est une hypercholestérolémie familiale jusqu'à preuve du contraire. Ces gens-là, il faut les traiter d'une façon agressive. Attention, quand ils sont à très haut risque, il faut leur donner une statine capable de baisser leur taux de LDL de départ à plus de 50%. Quand bien sûr, et ces gens-là, quand ils sont à très haut risque, il faut viser un taux de LDL à 0,55. S'ils sont à haut risque, vous allez viser le 0,7. Ça, c'est dans le cadre de l'hypercholestérolémie familiale. Je reviens pour dire que glycémie à jeun, taux de triglycérides normal, un LDL cholestérol supérieur ou égal à 1,90 g, ces gens-là, il faut les considérer à part, il faut les traiter à part, il faut les traiter d'une façon agressive. Maintenant, les autres patients qui ont moins de 75 ans, vous allez calculer le risque. En dehors du diabète, le diabétique, je le mets à part, je vais en parler tout à l'heure. Mais en dehors du diabète, quand vous avez un âge inférieur à 75 ans, vous allez calculer le risque. Au-delà de 75 ans, les personnes âgées, vous allez peser le pour et le contre. Quel est l'intérêt de lui donner et est-ce qu'on va sauver quelque chose en le traitant par statine? Je reviens. C'est important parce qu'on oublie ça. S'il vous plaît, quand vous avez des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, je l'ai dit, je l'ai répété 2 fois, pensez à dépister les collatéraux, pensez à dépister la descendance, parce que c'est des gens qui vont vous faire des infarctus à l'âge de 40 ans et même, bien sûr, à un âge inférieur. Les autres, vous allez calculer le score. Il y a le score européen, nous, c'est le score européen, on va dire, à risque faible, c'est ça le calculateur du score. Ce score-là, qu'est-ce qu'il vous a donné? Là, il n'y a pas de diabétique dans ce score. Le diabétique, il est considéré à part. Bien sûr, ce score, il va vous donner les patients qui sont à très haut risque. Le très haut risque, c'est les gens qui sont en prévention secondaire. C'est quoi la prévention secondaire? C'est quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, quelqu'un qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral, quelqu'un qui a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait un événement cardiovasculaire. Là, on va parler d'une prévention secondaire. Ces gens-là, on va les considérer comme à très haut risque. Bien sûr, le diabétique avec atteinte d'un organe cible, quand vous avez une hypercholestérolémie familiale avec un facteur de risque, donc ça, c'est des gens qu'on va dire, ils sont à très haut risque. Le haut risque, c'est quand vous calculez le score, bien sûr, vous le trouvez entre 5 et 10, sinon, dans toutes ces situations qui sont écrites là, donc ça, c'est ce qu'on appelle le haut risque cardiovasculaire. Le risque, bien sûr, modéré, donc, et après, il y a le risque faible. Donc, en fonction
de votre calculateur de risque, en fonction de vos facteurs de risque cardiovasculaire, en fonction de est-ce que le patient est diabétique ou pas, est-ce qu'il a fait un problème cardiovasculaire ou pas, vous allez décider et calculer il est à quel niveau de risque. Le diabétique, on le met à part, dans une autre case. Et regardez le diabétique qui n'a rien. Même un diabétique jeune, avec moins de 10 ans de diabète, avec aucune complication, d'emblée, il rentre dans le risque modéré. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas comme les Européens. Les Américains, dès qu'il y a le mot diabète, le patient, ils le mettent d'emblée sous statine d'intensité modérée. Après, ils évaluent le risque, bien sûr, le bilan lipidique et ils calculent le risque cardiovasculaire. Et en fonction de ça, ils vont décider est-ce qu'ils vont le passer à une statine de forte intensité ou bien ils vont garder une statine d'intensité modérée. Les Européens, non. Les Européens, ils calculent le risque pour choisir quelle statine et à quel moment il faut traiter le patient diabétique. Le diabétique, quand il est à très haut risque, lui aussi, et ça on le fait, personne ne le fait, moi-même je le fais pas, je n'ose pas au début, mais maintenant on commence à changer nos habitudes. Quand vous avez un patient diabétique qui est à très haut risque cardiovasculaire, il faut oser lui donner une statine capable de lui faire baisser son taux de LDL cholestérol de départ à plus de 50%. C'est-à-dire il faut lui donner une statine de forte intensité. Ou bien, quand vous avez ce patient-là, le patient diabétique, des fois, on n'arrive pas. On traite, on n'arrive pas. On change, on augmente la dose, on donne les statines de forte intensité et on n'arrive pas. Et on dit, allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Les recommandations vous disent, si vous n'arrivez pas, c'est pas des fibrates qu'il faut associer, c'est de l'ézetimibe qu'il faut associer. Et bientôt au Maroc, le mois prochain, on aura une molécule. Donc, de 2 à 3 mois, on aura une deuxième molécule. Donc, on aura 2 molécules, 2 ézetimibe qui vont rentrer bientôt au Maroc. Et fort heureusement et tant mieux pour nos patients diabétiques ou nos patients à haut risque cardiovasculaire. Maintenant, toujours, attention à la femme enceinte. La statine est contre-indiquée. Attention aux personnes que vous traitez et qui ont les femmes qui ont une contraception. Attention, attention aux statines. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit statine, haute intensité, etc. Eh ben, ça c'est un tableau des recommandations. Vous savez, aujourd'hui, il y a 3 grandes statines. Rosuvastatine, atorvastatine, simvastatine. Les statines de haute intensité, c'est l'atorvastatine à forte dose et rosuvastatine à forte dose. Je ne peux pas donner, moi, 10 mg de rosuvastatine et dire que je suis à une dose de haute intensité chez un diabétique. Non. Si je donne 10 mg de rosuvastatine, c'est que je suis à une intensité modérée. Donc ça, c'est l'intensité des statines. C'est des statines capables de baisser le taux de cholestérol à plus de 50% ou bien entre 30 et 49%. C'est l'intensité modérée. Les autres statines, la pravastatine, regardez à 40 mg. Et 40 mg, le risque avec 40 mg sur les CPK est très important par rapport à 20 mg. Et à 40 mg de pravastatine, on reste une statine d'intensité modérée. Mais la pravastatine seule n'existe pas au Maroc. Maintenant, quand ça ne suffit pas, c'est toujours pas une fibrate qu'il faut associer. Si vous associez statine, ézetimibe, ce qu'il faut associer, si vous n'êtes pas dans les objectifs, ce sont les fameux inhibiteurs de la PCSK9. Et regardez, l'association des 3, bien sûr, les fameux inhibiteurs de la PCSK9, bien, la statine de haute intensité, les étimibes, les 3 en même temps font baisser le taux de LDL de départ à plus de 85%. Donc ça, c'est ce que disent les recommandations. Comment suivre ces patients que vous traitez? Bien sûr, un bilan lipidique, il faut le faire. Une fois que vous l'avez fait, il faut le contrôler. C'est ce que disent les recommandations. Or, quand vous êtes dans les cas d'urgence, vous avez un syndrome coronarien aigu, vous n'allez pas dire attendre, vous ne le faites même pas, vous traitez d'emblée par une statine de forte intensité à forte dose. Bien sûr, un bilan lipidique, il faut le contrôler, et une fois que vous avez démarré un traitement, il faut voir est-ce que vous êtes dans les objectifs ou pas, donc il faut refaire le bilan lipidique au bout de 2 à 3 mois. Si au bout de 2 à 3 mois, vous êtes dans les objectifs de LDL, il est inutile de perdre l'argent et faire un bilan lipidique tous les 3 mois. À ce moment-là, vous allez faire un bilan lipidique 1 fois par an. À quel moment vous allez
encore raccourcir à 3 mois. S'il y a un changement, s'il y a un événement qui s'est greffé, là, vous allez refaire le bilan. Mais une fois que vous êtes dans les objectifs, c'est un bilan lipidique par an qu'il faut effectuer. Le bilan hépatique, oui, il faut le faire avant de démarrer le traitement et il faut le faire une fois que vous avez démarré le traitement. Mais après, ça y est, une fois, si les transaminases ne bougent pas, c'est un bilan hépatique par an qui rentre dans le cadre du bilan général. Et c'est pas bilan lipidique, bilan hépatique tous les 3 mois. Non. C'est bon, vous avez trouvé le bon équilibre, c'est une fois par an. Est-ce que vous allez arrêter les statines dès que les transaminases bougent? Mais non, vous allez les arrêter si vous avez un taux de transaminase qui dépasse les 3 fois la limite supérieure de la normale. Et en même temps, vous allez réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui a causé cette élévation des transaminases? N'incriminez pas d'emblée que la statine. Recherchez, est-ce qu'il y a un alcoolisme? Est-ce qu'il y a une hypothyroïdie? Est-ce qu'il y a un problème rénal? Est-ce qu'il y a... D'accord? Donc ne dites pas, forcément, ce n'est que la statine qui a fait bouger. Non, essayez de faire bénéficier des bienfaits de cette molécule au maximum à vos patients. Bien sûr, en cas pour les CPK, là aussi, on ne va pas les demander à tout le monde. Ça, on va les demander uniquement s'il y a un signe d'appel. On va pas venir chez toute personne à qui on a donné une statine, mesurer les CPK. Alors là, surtout pas. Vous allez les faire si vous avez une symptomatologie, une douleur musculaire. Est-ce que vous allez les arrêter d'emblée dès qu'il y a les CPK bougent? Non. Vous allez les arrêter si les CPK dépassent 4 fois la limite supérieure de la normale et toujours, essayez de chercher pourquoi il y a cette élévation de CPK. Si vous traitez un patient qui a une hypothyroïdie, il ne le sait pas, il a une TSH qui est élevée, et vous avez un taux de cholestérol qui est élevé. Vous savez que ce taux de cholestérol élevé peut être premièrement lié à cette hypothyroïdie. Deuxièmement, si vous le traitez alors qu'il est en hypothyroïdie, vous augmentez le risque d'effets indésirables liés à la statine. Là, votre patient va avoir des douleurs musculaires, vous faites les CPK, vous allez les trouver élevés. Donc non, attention, je stabilise ma thyroïde et après, je donne bien sûr mon traitement par statine s'il est indispensable après avoir réévalué le risque. Maintenant, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, que vous ayez calculé le risque avec le fameux score, que vous ayez calculé les facteurs de risque cardiovasculaire, que le patient soit diabétique ou pas, regardez, ce schéma résume tout. Ce schéma, il suffit de choisir n'importe quel cas clinique, n'importe. Je prends par hasard, je prends un patient diabétique jeune, qui a moins de 50 ans, diabétique de type 2, et qui a aucun facteur de risque cardiovasculaire, il a moins de 10 ans de diabète sans aucune complication. Les recommandations nous disent, automatiquement, ce patient-là, il est à risque modéré, automatiquement, il doit avoir obligatoirement un taux de LDL à moins de 1. S'il a un taux de LDL qui dépasse 1, ce patient-là, je dois le mettre sous statine. Un autre exemple, je prends un patient qui a une hypercholestérolémie familiale. Il y a une hypercholestérolémie familiale et qui a fait un problème cardiovasculaire. Donc, il devient à très haut risque. Mon objectif, c'est d'avoir un taux de LDL, cholestérol inférieur aux alentours de 0,55. Bien sûr, quand vous êtes à haut risque et à très haut risque, dans ces deux cas de figure, il faut utiliser une statine capable de baisser le taux de cholestérol de départ à plus de 50%. Donc, il faut utiliser des statines de forte intensité. Le patient qui a le cholestérol, c'est ça. Le patient qui a le cholestérol, on ne voit rien. Pour lui, il est tranquille, il est en train de réparer sa voiture, de vérifier les tuyaux et tout ça, donc de voir est-ce que, bien sûr, sa voiture marche bien ou pas. Mais malheureusement, s'il y a une béquille qui saute, donc c'est l'accident et c'est la mortalité. Donc oui, mes amis, osez voir les artères de vos patients. Ne vous fiez pas à la rumeur, à la polémique. S'il vous plaît, osez traiter vos patients. Je le dis, je le répète et je ne cesserai jamais de le répéter. Votre patient va mourir parce qu'il va malheureusement faire un événement cardiovasculaire. Il va mourir parce qu'il va faire un infarctus. Il va mourir parce qu'il va faire un accident vasculaire cérébral. Donc, osez baisser le LDL de vos patients diabétiques qui sont à haut risque et je vous remercie.
J'ai fait gagner un peu de temps. Oui, merci pour ça. C'est pour ça que je voulais vous remercier d'avoir respecté le temps. Donc, je tiens à remercier encore une fois le Dr Tezi, surtout un entraîneur en présence du directeur technique et le professeur Charaibi. Vraiment, l'entraîneur et le directeur technique, vraiment, on est vraiment très gâtés. Merci beaucoup, le professeur Charaibi, d'être présent avec nous. C'est vraiment un encouragement. واش شفتوا علاش قلت لكم بغينا نزوجوا في تطوان تصور جالس معنا في تطوان كل سيمانه يدير لنا طابل روند الله تجيلك من دابا. Voilà, donc, du moment qu'on a un peu de temps, donc la parole est à la salle. S'il y a des questions pour le Dr Tezi, malgré que la présentation était vraiment très pertinente. Je vous tiens à vous dire que cette séance était un symposium de Pharma 5, qui est vraiment un laboratoire partenaire de MG et partenaire pas mal d'autres associations. C'est un laboratoire national qu'on remercie beaucoup d'être notre partenaire. Haja. Merci. Je suis vraiment très contente et toujours on apprend beaucoup de choses et à chaque fois il y a toujours des nouveautés et tout. Ma question est la suivante et toujours je la pose probablement à chaque fois qu'il y a une opportunité d'avoir des informations ou sur la dyslipidémie. À quel moment on va opter pour, par exemple, les fibrates et à quel moment, à quel dosage des triglycérides on va opter pour les statines. C'est-à-dire, il y a le LDL, il est dans l'objectif et j'ai mes triglycérides qui sont soit inférieurs à 5 ou bien supérieurs à 5. À quel moment on va traiter par les statines, à quel moment on va traiter par les fibrates. Je vous remercie, monsieur. Alors, je reviens sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. 100% des triglycérides sont d'origine alimentaire. Je parle pas des hypertriglycéridémies familiales. Ça, c'est différent. Là, c'est des triglycérides. Vous savez, moi, j'oublierai jamais, j'ai un patient, j'ai toujours son bilan qui a 63 grammes de triglycérides. Hein. Je parle pas des gens qui ont 10 grammes, 12 grammes, 15 grammes, 20 grammes, 30 grammes. Ça, on le voit. Ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est familial. Ça, c'est génétique. D'accord? Donc là, oui, là, il faut donner des fibrates parce que le risque, bien sûr, d'une pancréatite, il est réel. D'accord? Mais, en général, ce qu'on voit comme taux de triglycérides, c'est 3 grammes, 3 grammes 50, 4 grammes, 5 grammes. D'accord? Donc, 100% des triglycérides sont d'origine alimentaire. C'est les sucres et les alcools. C'est quoi les triglycérides? C'est le sucre qui va aller se cacher au niveau du foie sous forme de triglycérides. C'est ça les triglycérides. Donc, si moi je supprime le sucre de l'alimentation de mon patient, forcément je vais faire chuter, dégringoler du jour au lendemain le taux des triglycérides de mon patient. Donc, les triglycérides, les fibrates vont baisser un chiffre. Les fibrates ne vont pas aller enlever le cholestérol ou empêcher le cholestérol de se déposer au niveau artériel. C'est pas 3 grammes de triglycérides qui va boucher une artère. C'est le cholestérol. Parce que LDL, mauvais cholestérol, en fait, c'est une protéine transporteuse. C'est le cholestérol qui va boucher les artères. Donc ces triglycérides, je vais les baisser, bien sûr, avec l'hygiène de vie. Donc ça, c'est très important. Oui, quand vous avez plus que 5 de triglycérides, j'allais le faire. Je les ai enlevés juste avant la communication. C'est pour ça que j'ai gagné 10 minutes. Parce que j'ai enlevé les recommandations américaines. Les recommandations américaines disent, je ne donne une fibrate que au-delà de 10 de triglycérides. Non, quand même, attention, au-delà de 5, on n'a pas le même suivi qu'eux, on n'a pas le même moyen d'accès aux soins qu'eux. Nous, on peut pas demander des triglycérides chaque 48 heures ou chaque semaine. Donc, c'est pas la même chose. Au-delà de 5 de triglycérides, vraiment, le sang devient laiteux, donc il y a un risque de pancréatite. Là, je donne une fibrate. Si les règles hygiéno-diététiques ne suffisent pas, si les oméga 3 ne suffisent pas, là je vais donner une fibrate pour baisser le taux de triglycérides, puis après avoir à l'esprit que je vais revenir à une statine pour baisser le cholestérol. Parce qu'au-delà de 4 de triglycérides, le taux de cholestérol LDL est faux. Merci, docteur Tezi. Alors, ma question, est-ce qu'on traite un taux de cholestérol total qui est élevé, sachant que le LDL est normal? On traite un ensemble.
On traite, en fait, on traite pas des chiffres. On traite, bien sûr, un patient dans sa globalité. Donc, on peut avoir un taux de cholestérol total à 2,20 grammes, à 2,40 grammes, mais il est normal. Il est normal pour ce patient qui est en face de nous. Bien sûr, on voit pas le cholestérol, on fait la glycémie à jeun, le cholestérol total, le HDL, LDL, triglycérides. Et on analyse cet ensemble en fonction des paramètres du patient et de la personne qui est en face de nous. Et en fonction, on va décider quel est le niveau de LDL que cette personne doit avoir. Donc, en fonction des facteurs de risque, on a un niveau de LDL qu'on veut atteindre et on va choisir est-ce qu'on va traiter, est-ce qu'on va pas traiter et quelle statine on va donner. D'autres questions, là? Je vous demande de rester dans la salle parce qu'il va y avoir l'inauguration officielle. Ne quittez pas la salle. Après l'inauguration, il y aura la pause café. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un taux de triglycérides au-dessus duquel on déconseille aux patients de jeûner? Alors, vous savez, le taux de triglycérides, le patient s'il jeûne, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Vous savez, il y a même, quand on a des taux de triglycérides supérieurs à 10 grammes, le meilleur traitement, c'est l'hygiène de vie. C'est faire jeûner le patient. C'est lui donner, boire que de l'eau, des soupes et tout ça, et supprimer, bien sûr, le reste. Donc, le jeûner, c'est un traitement. Alors, oui, ça c'est, je vais revenir sur ça. Vous savez, avant ce score de 2019, on avait ce qu'on appelait le score LDL. Il y avait un score européen qui s'appelait score HDL, C'est-à-dire, on calculait le score et on multipliait ce score par un coefficient qui dépendait du taux de HDL du patient. On disait le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Maintenant, les choses ont changé. Un taux de HDL bas, initialement bas, est un puissant marqueur du risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, si initialement vous avez un taux de HDL bas, ça veut dire que votre patient a un risque cardiovasculaire élevé. Faire augmenter ce taux de HDL cholestérol chez ce patient-là n'est plus considéré comme cardioprotecteur. D'accord? Donc, un taux de HDL élevé initialement, tant mieux pour le patient. Ça veut dire qu'il a beaucoup de protéines qui transportent le cholestérol de la périphérie pour qu'il soit dégradé au niveau hépatique. Tant mieux pour lui. D'accord? Oui. Initialement, oui. Mais quelqu'un chez qui qu'on traite et on lui fait inverser cette formule, alors, au fait, ça ne sert plus à rien. S'il vous plaît, la place des médicaments alternatifs dans le traitement des hypercholestérolines. Oui, on peut se faire aider dans les hypertriglycéridémies, on peut se faire aider par les oméga 3, on peut se faire, bien sûr, une bonne hygiène de vie, mais pour les statines, c'est eux qui vont baisser le taux de cholestérol. Maintenant, des fois, on est embêté. Chez un patient, on a essayé toutes les statines et on a essayé toutes les thérapeutiques possibles. Mais dès qu'on lui donne la plus petite dose de la statine la plus faible, il nous fait un problème musculaire ou il nous fait un problème hépatique. Là, à ce moment-là, on peut bien sûr avoir recours à ces alternatives-là. S'il vous plaît, est-ce qu'il existe des situations où on peut associer les statines avec les fibrates? Alors, moi, je ne suis pas un partenaire et un fan de ça. Donc, moi, je vous conseille non. Il y a certaines situations très particulières où on peut associer les deux. Mais si vous les associez, il faut les séparer. D'accord? Il ne faut pas les donner en même temps. Parce que les donner en même temps augmente le risque d'effets indésirables. Oui, cette situation, on le faisait quand on voulait faire augmenter le taux de HDL. Parce que le HDL est inversement proportionnel au taux de triglycérides. Plus vous baissez le taux de triglycérides, plus vous augmentez le HDL de votre patient. Donc, on faisait ça pour augmenter soi-disant le bon cholestérol. Mais aujourd'hui, on a compris que ça ne servait à rien. Donc, non, ne le faites pas.
Merci. Donc, merci beaucoup encore une fois, Dr Tiazi. Merci pour cette présentation. Merci pour votre présence. Donc, en guise d'hommage et de remerciement, un petit souvenir.